Nous avons donc suivi le point de vue du banquier. On va passer tout de suite au point de vue de l'investisseur, gouvernance et enjeux du financement. Point de vue de l'investisseur avec Caroline Moi, manager Guy Rating et T-Finance. À vous la parole, madame. Bonjour à tous, merci pour votre accueil, je suis ravie d'être ici. Alors moi je suis la non-africaine je crois du panel et donc je vais vous parler non pas d'investisseurs africains mais d'investisseurs européens majoritairement. Je suis bien d'accord avec mon prédécesseur, on ne va pas appliquer les mêmes règles en Afrique qu'en Europe, mais je vais vous parler du contexte des investisseurs pour que vous ayez une vision claire des conditions d'accès aux capitaux européens notamment. Hop. Alors, dans un premier temps, on va voir du coup l'environnement des investisseurs européens. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des outils qui sont à leur disposition et des outils qu'ils utilisent. Et finalement, je vais juste conclure avec les pratiques émergentes que l'on voit apparaître. Alors, les temps forts que l'on a observés dans la prise en compte de la gouvernance par les investisseurs, c'est d'abord en 2001, le scandale Enron, où Enron et Arthur Andersen, que vous devez connaître, c'est un scandale de fraude sur la reddition des comptes. L'entreprise Enron, avec le concours du cabinet de comptabilité, Arthur Andersen avait fraudé ses comptes et cette corruption qui a duré plusieurs années a mené à un effondrement de l'entreprise Enron, ce qui a fait perdre près de 65 milliards d'euros aux investisseurs et donc aux épargnants. Cela a amené les investisseurs à se poser des questions sur la notion de risque liée à la gouvernance et notamment liée à l'unicité, à la solitude du dirigeant lorsqu'il n'a pas une gouvernance suffisamment solide pour pouvoir l'épauler et prendre des décisions de façon concertée. Donc, dans cette première partie, il prend en compte la notion de risque liée à la gouvernance et la seconde étape, mais liée à une seule entreprise. La seconde étape de la prise en compte de la gouvernance par les investisseurs, c'est lors de la crise financière de 2008. Et là, on n'est plus à l'échelle de l'entreprise, on est à l'échelle de l'économie mondiale, puisque un défaut de gouvernance, qu'elle soit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle, on l'a entendu un petit peu plus tard, à l'échelle des États ou à l'échelle d'un système financier, peut mener à un effondrement de l'économie. Et ça a mis la lumière, les projecteurs sur la finance, qui a dû se poser des questions de savoir quelle était sa place, et la remettre à sa place de financeur. Et la dernière étape qui vient enfoncer le clou de l'importance de la gouvernance pour l'investisseur, c'est l'accord de Paris en 2015 qui là ouvre non pas seulement la gouvernance à la gestion de l'entreprise pour l'actionnaire, mais la gestion de l'entreprise pour la société également, avec les notions de responsabilité sociétale et d'impact climatique de l'investissement. Pour vous donner une image du marché, j'ai pris le nombre de signataires au PRI, donc les Principles for Responsible Investment de l'ONU, avec également les montants d'actifs sous gestion, les AUM, Asset Under Management, que vous pouvez observer sur ce graphique. Et on voit que depuis 2006, donc du coup juste avant la crise financière, on a une augmentation significative du nombre de signataires de ces PRI. À l'heure actuelle, donc je dis à l'heure actuelle, mais en vérité, ces chiffres-là, ils datent de 2017. Le prochain rapport va sortir dans les semaines qui viennent. On aura les chiffres de 2019. Je soupçonne qu'ils vont être significativement plus hauts, mais jusqu'alors, on était à 74 000 milliards de dollars qui étaient gérés selon les principes d'investissement responsable. En plus de cette initiative, on a l'initiative de Investor Agenda qui, elle, vient mettre un supplément d'âme et plus exigeante que les principes d'investissement responsable et notamment très axée sur la gestion financière des émissions carbone. Et à l'heure actuelle, on est à 35 000 milliards d'euros, de dollars, excusez-moi, on compte en dollars chez eux, d'investissement fait en tout cas investi selon ces critères-là. En Europe, qu'est-ce qu'il se passe ? On a une action du régulateur en plus du marché, c'est-à-dire que ici, comme on le voit sur la slide précédente, c'est une volonté des acteurs
individuels, que ce soit des asset owners ou des asset managers, de régir leur activité selon certains principes. La dynamique du marché fait que, à un certain moment, on se sent obligé de faire comme ses compétiteurs pour pouvoir faire au moins aussi bien qu'eux, sur ce point de vue-là aussi. Ça devient une exigence de marché, une soft law, comme on en parlait tout de suite. Ici, le régulateur introduit des hard laws, c'est-à-dire qu'il va imposer notamment aux entreprises des déclarations de performance extra-financières. Il va demander aux entreprises d'identifier quels sont les sujets extra-financiers les plus matériels pour elles et de le transpariser à son investisseur. Cette notion de matérialité à l'entreprise est intéressante puisque du coup ça permet à l'entreprise de se poser des questions sur sa stratégie à elle, sa stratégie business, pour savoir sur quel sujet elle doit mettre l'accent. On n'est plus sur cette notion de liste à la Grenelle 2 qui était certes exhaustif, mais qui n'était pas applicable à tous les business models. De la même façon que poser des questions sur les émissions carbone d'une société de services et de conseil est moins adapté, eh bien, à poser des questions sur la santé-sécurité au travail à une entreprise qui est dans le domaine de l'industrie va être significatif. Article 173, alors là, cette partie-là sur la déclaration de performance extra-financière, je l'ai indiqué, quand bien même ce n'est pas une contrainte qui s'applique à l'investisseur, mais parce qu'elle a bien un impact sur la façon dont l'investisseur va avoir de l'information de la part des entreprises. Et on est bien là dans le nerf de la guerre, puisque la transparisation de l'information, qu'elle soit financière ou extra-financière de la part de l'entreprise, c'est la matière avec laquelle l'investisseur va pouvoir travailler pour pouvoir évaluer la gouvernance de l'entreprise, ses contrôles internes et sa capacité à transpariser un tas d'informations de façon fiable. L'article 173 de la loi transition énergétique, celle-ci c'est une loi française mais qui vise à être appliquée, ou en tout cas à être, le régulateur pense l'appliquer, enfin pense généraliser cette règle à l'échelle européenne. Il s'agit de l'obligation pour les investisseurs d'être plus transparents sur les notions ESG, environnementales, sociales et de gouvernance de ces investissements. Ça veut dire que petit à petit, les investisseurs de plus petite taille doivent donner des indicateurs consolidés sur la façon dont ils prennent en compte toutes ces notions de responsabilité de leurs investissements. En ce moment, en préparation à l'échelle européenne, vous avez la taxonomie verte. La taxonomie verte, elle vise à identifier les entreprises dont l'activité participe ou non à la réalisation d'objectifs de développement durable. Donc ça veut dire qu'ils souhaitent identifier quelles sont les activités vertes des activités brunes. Évidemment, il y a certaines activités qui ont un impact neutre sur l'environnement. En ce moment, ces travaux ont commencé, on a eu le premier volet, et ça, c'est très important puisque ça va orienter de façon massive les investissements, puisque le pacte vert, donc du coup pour l'Europe, qui a été annoncé par Ursula von der Leyen, la commissaire européenne, en tout cas, l'objectif annoncé, c'est un continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Donc, l'ambition politique va dans ce sens-là. Ça veut dire que ça va avoir un impact sur la façon dont les investisseurs vont conduire leur stratégie et leur politique interne propre. Tout ça dans un cadre où, donc du coup, ça, on a vu le cadre du marché mondial et le cadre de régulation européen. Tout ça dans un moment où les agences ESG, donc c'est-à-dire celles qui fournissent de l'information sur l'environnement, le social et la gouvernance des entreprises, passent sous pavillon américain. On a vu là dans les trois dernières années, les entreprises passer, vous voyez les dates d'acquisition des agences, la plus vieille c'est en 2015, mais c'est véritablement à partir de 2017 que le switch se fait, c'est-à-dire que des sujets qui étaient au départ plutôt abordés d'un point de vue européen le seront peut-être à terme plutôt d'un point de vue américain. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas appliquer des méthodes d'évaluation identiques à des entreprises
européennes qu'à des entreprises américaines. On a des sensibilités qui sont différentes, on a des méthodologies différentes. L'investisseur américain n'a pas la même vision, par exemple, n'a pas la même vision, par exemple, de l'aspect social. Par exemple, si on regarde la quantité de signatures des accords de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, n'est pas la même que pour les entreprises, que par les États européens. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir des méthodologies différentes d'évaluation. Voilà. Il s'agit en plus il y a aussi une notion de guerre économique, c'est-à-dire est-ce que l'on garde ou pas sur nos continents, qui ne sont pas des continents américains, des méthodes et des savoir-faire chez nous. Alors, les outils qui sont à la disposition de l'investisseur pour pouvoir faire ça, c'est d'abord des scores ESG. Des scores ESG, la façon dont l'investisseur va les prendre en compte, c'est qu'il va chercher d'abord à identifier les entreprises. Ici, vous voyez, vous avez des scores de 0 à 100 qui vont comprendre l'ensemble. Là, j'ai pris un panel qui vous montre un petit peu que à chaque fois, l'évaluateur il va chercher à avoir une loi normale, une courbe gaussienne, de façon à identifier les entreprises qui sont les plus risquées, qui apportent le moins de garanties d'un point de vue de gouvernance de leur entreprise, de gestion de leur entreprise, et celles qui en apportent le plus. Et ça, dans une idée de gestion du risque et d'identification des opportunités. Plus une entreprise sera capable de remonter de l'information, et plus l'investisseur sera en confiance. De plus, lorsqu'elle maîtrise bien, on a vu maintenant que l'on est capable, en tout cas chez nous, de pouvoir transpariser le plus d'informations d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental, en plus de l'aspect gouvernance, de l'aspect gestion et conduite des affaires, que les entreprises se comportaient mieux d'un point de vue financier. Ça semble intuitif finalement, quand on traite bien ses salariés, ils ont plus envie de travailler pour vous. Et lorsque vous réduisez vos risques environnementaux, vous risquez moins d'être retoqué par le régulateur, ou vous risquez, si vous êtes déjà parmi les best practices, et bien du coup, le moment où une hard law arrive, vous n'avez pas à faire une mise à niveau pour pouvoir vous mettre en conformité. De la même façon, lorsque vous gérez correctement votre gouvernance, lorsque votre dirigeant a suffisamment de relais pour pouvoir poser ces questions, d'administrateurs indépendants, de représentation des intérêts des parties prenantes de l'entreprise, ça lui permet d'avoir une stratégie qui prend en compte l'ensemble de ces intérêts et de pérenniser la gouvernance. Enfin, ça, je suis sûre que vous en êtes bien conscient. Donc, le premier outil qu'il a à sa disposition, c'est un score ESG. Comment est-ce qu'on construit un score ESG? Je voulais vous montrer le travail de mes équipes, puisque nous, notre métier chez Etifinance, c'est de conseiller les investisseurs. C'est pour cette raison que je m'adresse à vous ce matin. Et nous produisons de la recherche. Donc ça, par exemple, c'est l'exemple de la recherche que l'on peut produire. C'est la consolidation de la recherche que l'on produit. Nous, on est spécialisés sur les ETI et PME. Pourquoi? Parce que lorsque mes prédécesseurs ont fait une étude du marché, ils ont vu que les investisseurs ISR se concentraient sur les large caps et que lorsque les modèles d'évaluation étaient appliqués aux entreprises de plus petite taille, que ce soit des PME ou des ETI, eh bien dans ces cas-là, ils n'arrivaient pas à investir dans l'entreprise puisque les méthodes d'évaluation les sanctionnaient systématiquement. Il fallait adapter les systèmes d'évaluation. Donc on a adapté les systèmes d'évaluation pour pouvoir donner une image pertinente de la stratégie de ces entreprises. De la même façon, lorsqu'on a étendu notre couverture, nous on a commencé avec la France puisqu'on est français, on commence par chez nous. Lorsqu'il a fallu l'étendre aux pays européens, on a dû l'adapter également, puisque selon les pays, les pratiques sont différentes, la culture est différente, et en plus, la réglementation est différente également. Donc nous, comment est-ce qu'on va évaluer une entreprise de petite ou moyenne taille? On va prendre, là je vous ai donné l'exemple de la gouvernance, on consolide des scores à l'échelle des thématiques et également à l'échelle des sous-thématiques. Donc on regarde par exemple, on a des critères qui sont quantitatifs ou non. On va regarder est-ce qu'il y a un engagement de conformité à l'un des codes de gouvernance du pays.
Donc ici, on a notre partenaire Middle Next qui, lui, a adapté son code de gouvernance aux entreprises de petite et moyenne taille. Mais est-ce que l'entreprise, par exemple, s'est conformée à un autre type de code ou pas? Est-ce que le conseil fait une évaluation, auto-évaluation ou pas, de son fonctionnement? Est-ce qu'il prend en compte ceci? Et combien de réunions le conseil a-t-il fait? Quel est le taux moyen des administrateurs aux réunions de ce conseil? On voit que là, on a un taux qui est relativement bas. On est à 80-85%. C'est pas génial pour une entreprise qui a 6 réunions lors de l'année. Ceci, ça va nous donner des indications sur la qualité de la gestion de l'entreprise. Et si jamais l'entreprise n'est pas capable de ramener ce type d'informations, ça montre que sa capacité à être transparente est assez faible, ce qui va envoyer également un signal à l'investisseur. Lorsqu'on fait une évaluation d'une PME ou d'une ETI cotée, on récolte jusqu'à 150 indicateurs différents. Lorsqu'on fait une évaluation d'une PME ou d'une ETI non cotée ou même d'une entreprise non cotée, on réduit significativement le nombre d'indicateurs puisque l'entreprise n'a pas la même habitude de rendre compte sur son activité et n'a pas les mêmes outils de reporting en interne. OK ? Ensuite, là, je voulais vous montrer quelles étaient les envies actuelles des investisseurs. La chose qu'ils nous demandent systématiquement, c'est de pouvoir mesurer l'impact de leur investissement. Vous avez vu tout à l'heure, on est dans un environnement très concurrentiel. Ils cherchent tous à montrer qu'ils font de l'investissement plus vert, plus social, avec une meilleure gestion des risques extra-financiers, et ils vont chercher à le transpariser en consolidant des indicateurs d'impact. Là, je vous ai donné quelques indicateurs d'impact que les administrateurs aiment bien remonter. Le premier, qui est quelque chose dont on a hérité de la COP 21, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Les fonds souhaitent pouvoir faire des empreintes carbone de leurs fonds. C'est quelque chose effectivement, qui est beaucoup remonté lors de la COP de l'accord de Paris. Et les investisseurs institutionnels européens se sont très largement saisis du sujet et transparisent en général l'empreinte carbone du fonds. On voit également, depuis le dernier rapport du GIEC, une volonté de maintenir leurs investissements dans une stratégie 2 degrés, donc d'augmentation du réchauffement climatique maximal à 2 degrés. Ça signifie que c'est un des critères qui est très important pour l'investisseur à l'heure actuelle. On a également des critères sociaux. Quels sont les rapports? On parlait tout à l'heure, on a parlé plusieurs fois de la place des femmes dans les structures. Donc ici, par exemple, un des ratios que l'on aime bien prendre, c'est le taux de femmes managers divisé par le taux de femmes dans l'effectif total. Ça permet de mesurer le taux de promotion interne des femmes dans l'entreprise. Si par exemple vous avez 20% de femmes dans l'effectif total, imaginons que ce soit une industrie où il est difficile de recruter des femmes. Typiquement, en France, nous, pour les entreprises, dans les services informatiques, c'est compliqué pour les entreprises de recruter des femmes. On est sur des taux qui sont autour de 15 à 20%. Mais lorsque vous avez un taux de femmes managers qui est seulement à 9%, ça veut dire que le taux de promotion en interne fonctionne 2 fois mieux pour un homme que pour une femme. Voilà. Donc on ne va pas sanctionner par exemple l'entreprise parce qu'elle n'est pas capable de recruter des femmes, ça dépend de l'environnement dans lequel elle est. En revanche, sa capacité à accompagner ces femmes dans leur carrière, ça c'est quelque chose qu'on va venir mesurer. Et on va regarder par exemple, je vais prendre un exemple de gouvernance puisque c'est le thème qui nous anime beaucoup aujourd'hui, la part des systèmes d'alerte efficients. Donc ici, ça c'est quelque chose qui est applicable à peu près à toute structure, peu importe sa taille. À partir de quelques employés, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place puisqu'il s'agit de mettre en place une adresse email sur laquelle les employés et les partenaires de l'entreprise peuvent venir faire remonter des faits qui leur semblent en contradiction avec une gouvernance saine. Ça veut dire que ici, nous, lorsqu'on va venir mesurer combien de systèmes d'alerte sont capables de compter combien d'alertes ils ont eu, combien de demandes de conseils ils ont eu au cours de l'année,
puisque ça va leur permettre ensuite de faire leur contrôle interne et d'améliorer le système et leur système de management ensuite en fonction des alertes et des demandes de conseils qu'ils ont eues sur ce type de système d'alerte. Autre outil dont bénéficie l'investisseur, ce sont des controverses. Les controverses, ce sont des faits graves reprochés à l'entreprise. Souvent, ils dénotent d'une mauvaise gestion de la gouvernance et des systèmes de management de l'entreprise. C'est pour ça qu'on les surveille. Une controverse, si je peux vous en donner une, par exemple, qui est très connue, c'est la controverse du Dieselgate de Volkswagen. Donc, du coup, là, on est sur une défaillance de l'entreprise. Ce sont des faits graves reprochés à l'entreprise. Je vais vous donner un autre exemple ensuite. Mais ici, les exclusions qui sont les pratiques que vont utiliser les investisseurs, ça va être notamment sur la nature de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'elle fait une activité qui ne convient pas à l'investisseur et dans lesquelles il ne souhaite pas investir. On a vu depuis le départ, par exemple, le refus d'investir dans l'armement controversé, et maintenant, de plus en plus, dans les énergies fossiles. Toujours dans cette notion de nous souhaitons décarboner nos portefeuilles, etc. Donc du coup, ils souhaitent éliminer certains types d'activités. Ils vont également exclure des entreprises qui ont des controverses trop graves. Les controverses, il y a un standard de marché qui est l'évaluation sur une échelle de 0 à 5. 5 étant le niveau de gravité le plus fort. Donc les investisseurs vont avoir des politiques d'investissement ils vont édicter des règles d'investissement et d'exclusion. Par exemple, je refuse d'investir dans du charbon et je refuse d'investir dans des entreprises avec un niveau de controverse qui dépasse le niveau 4, parce qu'au-dessus, ça me semble trop grave. Vous avez différents screenings qui sont différentes pratiques, en revanche, excusez-moi, je perds mes mots, différentes pratiques d'investissement responsable, et celles qu'on voit le plus émerger au fur et à mesure des années, c'est les 4 dernières, ce sont l'intégration ESG. Donc du coup, jusqu'à présent, en fait, il était compliqué d'avoir de l'information fiable ESG, c'est pour ça qu'on appliquait des critères assez faciles, qui étaient l'exclusion assez massive, donc du coup en fonction de la nature de l'activité ou de son niveau de controverse. Mais maintenant qu'on arrive à avoir des scores plus fiables et de la donnée plus fiable des entreprises, les investisseurs commencent à faire de l'intégration ESG, de la prise en compte de ces critères-là et de ces scores-là dans leur stratégie d'investissement. Du best-in-class, c'est une forme de l'intégration ESG, je vais pas développer sur le sujet. Mais par contre, les 2 nouveaux sujets qui sont intéressants et qui sont assez nouveaux, à mon avis, pareil, comme c'est une étude dont on va avoir la mise à jour dans quelques semaines, je pense que la version 2019 montrera que ces 2 dernières sections ont fortement augmenté. C'est l'investissement à thème, donc c'est-à-dire l'investissement vert et l'investissement à impact, donc celui dont on peut mesurer l'impact comme celui-ci par exemple. D'accord. Voilà. Les controverses, elles permettent également à l'investisseur de faire ce qu'on appelle des démarches d'engagement et de dialogue. Je vais vous montrer l'une que l'on a menée pour l'un de nos clients. C'est Terre des Hommes qui a remonté une controverse sur du travail d'enfants dans des conditions, dans de très mauvaises conditions. En Inde, ils faisaient de l'extraction du mica dans des mines pour pouvoir notamment faire de l'isolation de câbles électriques entre le métal, le cuivre et la gaine en plastique, enfin en caoutchouc je pense, je ne suis pas une experte. Mais il y a une couche de mica qui vient isoler ce câble et c'est dans ce cadre-là c'est pour ça que le mica est extrait. Terre des Hommes remontre une controverse, donc c'est du travail d'enfants. Il y a à peu près 20 000 enfants qui travaillent dans les mines de mica et donc 90% est de la production illégale. Étant donné que les enfants dans cette région de l'Inde n'ont pas l'autorisation de travailler et certainement pas dans ces conditions-là, c'est généralement dans des productions illégales que ces faits ont lieu. C'est rarement dans des choses qui sont encadrées. Ça représente quand même 25% de la production mondiale. Et notre client, lorsqu'on lui remonte cette controverse,
il dit, pardon, excusez-moi, il nous demande quelle est notre opinion sur l'affaire. Il se trouve que c'était une entreprise qui avait un score ESG assez bon. Nous, on voyait dans les systèmes de management et notamment dans les politiques d'achat qu'il y avait suffisamment de garanties pour nous dire que dans sa filière d'approvisionnement, il pouvait mettre en place des démarches d'audit pour pouvoir améliorer les conditions sociales. On est bien dans une notion de gouvernance, puisqu'on est dans des systèmes de management de la politique d'achat. Donc, à ce moment-là, on écrit à l'entreprise, on documente le cas et... Pardon ? On documente le cas et ensuite, on va lui demander quelle va être sa réaction face à cette controverse. Dans ces cas-là, l'entreprise, elle est assujettie à une loi en France en plus qui s'appelle le devoir de vigilance, qui lui impose de vérifier les conditions de travail. C'est une loi qui a eu lieu suite au Rana Plaza, je sais, si ça vous rappelle quelque chose, qui lui impose de vérifier les conditions de travail dans sa chaîne d'approvisionnement. Suite à ça, on a écrit du coup un courrier au nom de notre client à l'entreprise, qui elle a mis en place, du coup, a déroulé son plan d'action et le plan d'action. Son plan d'action dans sa politique d'achat responsable, donc notamment à résilier les contrats avec les agences de travail sur place, a mis en place des processus de sélection avec ses partenaires pour pouvoir mener un retour à l'éducation des enfants et a permis de bien restructurer tout ce qui était conditions de santé et de sécurité dans les mines de mica en Inde. Ça vous donne un petit peu les exemples d'actions que l'investisseur aime bien avoir à raconter. Voilà. C'est des belles histoires, c'est des mesures d'impact. Tout à l'heure, je vous ai donné la mesure d'impact quantitative que l'investisseur aime pouvoir montrer à ses clients et à ses propres investisseurs. Et ici, vous avez une mesure un peu plus qualitative de l'impact que l'investissement peut avoir. Je finis rapidement sur les pratiques émergentes qui sont intéressantes. Donc du coup, jusqu'à présent, on a parlé véritablement de l'investissement dans de l'equity, que ce soit à travers du private equity ou du stock picker. Nous, on est spécialisés, mes équipes en tout cas sont plutôt spécialisées sur le conseil au stock picker. Et j'aimerais vous parler d'une nouvelle pratique que l'on voit à l'heure actuelle sur les marchés français, qui sont les crédits à impact. Les crédits à impact, ce sont des crédits qui sont accordés par des banquiers, mais dont le taux d'investissement dépend de critères ESG. C'est-à-dire qu'une part du taux auquel l'entreprise se finance dépend de ces critères ESG. Ici, c'est une étude qu'on a conduite à la fin du premier semestre 2019. Donc, la troisième barre de l'histogramme concerne bien uniquement 6 mois sur 2019. Ces crédits ont commencé à apparaître en 2017 et on voit une explosion du demande de ces crédits, déjà parce que c'est intéressant pour l'investisseur puisqu'il diminue son risque extra-financier en faisant appel à ce type de produit. Et en plus, d'un point de vue marketing, d'un point de vue marché, c'est quand même assez sympa pour le banquier de pouvoir indiquer qu'il fait ce type de produit. Et du point de vue de l'entreprise, ça lui permet de diminuer son coût d'accès au financement. Voilà, juste un petit graphique, le dernier graphique pour vous montrer un petit peu à mi-2019 quels étaient le nombre de crédits à impact qui étaient faits par pays en nombre de lignes. Donc ça reste un montant assez limité. Vous voyez, le montant total reste assez faible, mais l'on voit que c'est une pratique on croit que c'est une pratique qui va se développer et qui permet à tout type d'entreprise de montrer les impacts positifs de sa démarche de gouvernance. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Caroline. Moi, c'était le regard de l'investisseur. Vous êtes revenu sur 3 points essentiels. D'abord, la prise en conscience de cette crise, notamment de subprimes, qui a poussé les entreprises à réfléchir différemment, et aussi le respect de l'environnement avec la taxonomie, notamment européenne verte, et tout un arsenal, notamment l'ESG, qui permet à l'entreprise de valider sur le plan extra-financier essentiellement, et non pas spécialement financier, eh bien, sa capacité avec des critères, une discipline environnementale aussi, et des pratiques que vous avez mises en avant. Merci beaucoup. Alors, juste après, investissement responsable et gouvernance, quels enjeux pour les entreprises publiques et celles cotées notamment, juste après la pause. Donc justement, on va revenir, on aura une pause là tout de suite. Et après, c'était juste pour annoncer, comme on fait à la radio, effectivement, le programme. Merci à vous tout de suite.